dans cette séquence, nous allons parler recadrage libre. Alors libre sous-entend que vous pouvez recadrer ce que vous voulez dans cette photo. Et là, bon, on a pris une image assez simple avec une assiette dans laquelle vous avez une orange, a priori. Et donc, moi, je me dis que cette zone un peu large qui est autour de l'assiette ici n'est pas forcément utile, donc j'ai pas envie de la conserver. Donc, recadrer, cropper, rogner, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En tout cas, ça passe par un outil dans Photoshop qui se trouve ici, l'outil de recadrage, qui est associé à la lettre C comme cropper, facile à retenir. Et donc, j'active mon outil de recadrage. Et la chose très importante à noter, c'est ce menu qui se trouve ici. Alors j'en profite au passage pour vous rappeler que dans Photoshop, vous l'aviez peut-être déjà remarqué, quand vous prenez un outil, cet outil vous permet d'afficher des options, des réglages spécifiques d'outils. Donc par exemple, quand j'utilise l'outil de déplacement qui est ici, j'ai un certain nombre de réglages associés à cet outil-là. Si je prends l'outil main, j'ai des outils associés ou des réglages associés à cet outil main et ainsi de suite. Donc c'est la même chose quand vous prenez l'outil de recadrage évidemment, avec notamment ici un menu très important dans lequel vous avez par défaut la fonction rapport largeur-hauteur. Alors je me permets de préciser ça parce que dans une séquence suivante, je vous parlerai du paramétrage d'un rognage imposé, d'un rognage paramétré qui vous oblige à utiliser des dimensions imposées par votre destinataire par exemple. Là, on est encore dans une phase de recadrage libre, simple. Autrement dit, vous avez pris l'outil de recadrage, vous êtes en mode rapport largeur-hauteur, et là, vous n'avez plus qu'à vous servir de ces traits noirs qui sont ici, voilà, et qui permettent tout simplement de repositionner la zone que vous souhaitez conserver. Alors sachant qu'il y a deux manières de voir les choses, ou bien vous travaillez avec les traits noirs qui sont ici, qui au passage ont légèrement changé de couleur depuis la nouvelle version, ils deviennent blancs de temps en temps, c'est pas vraiment un changement majeur, ou alors vous déplacez la photo dans la zone de recadrage. Donc dans tous les cas, vous faites ce qu'on appelle un recadrage totalement libre, puisque c'est vous qui décidez de la dimension de cette zone de recadrage. Faites attention toutefois à la zone de votre souris, parce que si votre souris se situe dans une zone de recadrage ici, vous recadrez verticalement, horizontalement, globalement. Donc ça c'est important de le rappeler. Si vous souhaitez conserver les proportions que vous avez établies dans un premier temps, vous pouvez maintenir Shift pour déplacer de manière proportionnelle votre zone de recadrage. Donc c'est le fait de maintenir la touche Shift enfoncée qui permet cette gestion homothétique du recadrage. Et enfin, si vous placez votre souris un petit peu à l'extérieur de votre zone de recadrage, vous voyez apparaître une sorte de flèche qui tourne, et cette flèche qui tourne me permettrait éventuellement d'effectuer une rotation dans mon recadrage. Donc là, ce qui se passe, puisque l'assiette est en ronde, c'est difficile, mais vous voyez que l'orange tourne. Donc pourquoi pas imaginer un recadrage tout en désinclinant en même temps une photo, ou pourquoi pas donner un effet de mouvement, un effet de parallélisme ou de perspective, pourquoi pas. Voilà, donc là c'est pas forcément utile dans cette photo-là, mais notez bien qu'en positionnant votre souris à l'extérieur de cette zone de recadrage, vous pouvez effectivement envisager une orientation de cette zone de recadrage. Alors quand vous avez fini, le plus simple c'est soit de cliquer sur cette petite icône de validation qui se trouve là, ou bien tout simplement d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier pour valider votre recadrage. Alors n'oubliez pas que dans le pire des cas, si vous vous êtes trompé ou vous n'êtes pas satisfait de votre recadrage, la touche F12 que nous avons déjà évoquée dans une séquence précédente fonctionne toujours, sachant que si j'appuie sur F12 maintenant, je vais pouvoir revenir sur la photo originale. Le recadrage paramétré, c'est autre chose que le recadrage libre, puisque dans le recadrage libre, on a bien compris qu'on pouvait absolument choisir la dimension finale du recadrage. Là, on va parler d'une notion légèrement différente, qui est un recadrage imposé. Alors imaginez tout simplement qu'on vous demande de prévoir une dimension d'image adaptée à un site web, adaptée à une impression, à un bloc pour une mise en page dans InDesign. Eh bien, on pourrait nous demander de recadrer tout en dimensionnant la photo que l'on souhaite obtenir. Et pour cela, toujours en prenant l'outil de recadrage qui est ici, je vais aller chercher tout simplement dans la liste ici, largeur, hauteur et résolution. En fait, la différence, elle est notable dans le sens où, quand vous demandez ça,
ici, largeur, hauteur et résolution, vous affichez directement 3 zones dans lesquelles vous pourrez ici taper la largeur de votre photo, la hauteur de votre photo et la résolution finale de votre photo. Donc ça c'est plutôt intéressant à plusieurs titres, parce que je vais naturellement ici pouvoir donner une dimension à ce visuel. Donc imaginez que je travaille pour un iPad d'ancienne génération, je vais demander par exemple une définition de 1024 points, puisqu'on parle bien d'une définition, c'est-à-dire la largeur en pixels de mon document, sur une hauteur de 768 points, ce qui pourrait me donner la taille, on va dire officiellement, d'un iPad. Je peux évidemment inverser l'orientation, et là il se trouve que verticalement c'est plus confortable, et je vais évidemment ici choisir une résolution adaptée à la finalité du moment, qui est l'iPad, donc une résolution qui pourrait se situer aux alentours de 150 points par pouce. Faites attention de ne pas vous tromper ici d'unité de mesure. Et donc j'obtiendrai ceci, c'est-à-dire une résolution adaptée à une finalité de type digital, avec une définition d'image adaptée à l'affichage sur la taille d'un écran d'iPad. Alors bien sûr, si jamais je veux travailler sur une autre finalité, pourquoi pas une finalité print, et que cette définition-là ne concerne plus un iPad mais une impression, avec une image qui ferait par exemple 15 cm de haut sur 10 cm de large, eh bien vous pouvez ici directement changer l'unité de mesure ainsi que la taille finale d'utilisation, à savoir par exemple 10 cm comme centimètre, et c'est à vous à ce moment-là de taper l'unité de mesure ici, par 15 cm comme centimètre toujours, pour obtenir une dimension. Mais attention, n'oubliez pas également d'adapter la résolution de sortie du document, et là vous allez faire appel à une fonction qu'on appelle le rééchantillonnage. Ça pour le moment on va dire qu'on le garde de côté, on en discutera tranquillement plus tard, mais toujours est-il que j'ai globalement redimensionné ma photo par rapport à ma finalité du moment, qui est la création d'une photo 10-15, plutôt pour l'impression. Donc si je reviens sur une valeur de type iPad ou de type web, avec une valeur donc de 1024 par 768, donc 768 de large, px, sur 1024 px de haut, avec une résolution adaptée de 150, voilà, et bien vous comprenez que la proportion de mon image est une proportion de type 1024 par 768. Donc même si je décide, pour X raison, de redimensionner cette zone de recadrage avec les poignées habituelles, eh bien je reste malgré tout dans des proportions de ce type-là, c'est-à-dire une proportion de type écran d'iPad, puisque c'est la définition que j'impose. Vous voyez, donc vous avez quand même le droit malgré tout de rejouer ensuite sur le cadrage de manière manuelle, faire en sorte que mon assiette soit un petit peu plus centrée voilà, dans cette grille. Alors le fait d'avoir une grille m'aide évidemment, puisque ça me permet de mieux positionner les éléments, notamment l'élément central qui est l'orange, dans cette grille de tiers qui est là, et qui me permet un alignement plus simple et plus confortable. Voilà, dès que vous êtes OK, vous n'avez plus qu'à valider, en appuyant sur Entrée ou en cliquant sur cette icône de validation, et vous obtenez ainsi une photo qui, a priori, a l'air plus petite, tout simplement parce que lorsque je vais rezoomer dessus, je vais retrouver un affichage un peu plus confortable, et vous pouvez, si besoin était, que l'opération que je viens de mener a bien abouti, et bien dans le menu image, je vais aller dans taille de l'image, et ce menu image, taille de l'image, pour information, c'est un petit peu la carte de visite de votre photo. Ça va me permettre de savoir exactement ce que fait en dimension, en résolution et en poids la taille de mon image, l'image que j'ai réglée. Et donc ici, je vois bien que j'ai une définition, une dimension de pixels de 768 par 1024. Donc ça, c'est OK. Sur une résolution de 150 qui a été demandée, et donc j'obtiens un poids de fichier relativement contenu pour ma diffusion iPad. Donc voilà un exemple concret de ce que me permettrait de faire un recadrage prédéfini, ou en tout cas un recadrage paramétré par le biais de ce deuxième réglage qui est ici. Je me permets enfin de vous proposer une petite parenthèse sur ce réglage qui est ici, et qui n'est accessible que lorsque vous êtes en mode
recadrage, donc j'ai encore appuyé sur la touche C de mon clavier pour obtenir cet outil-là. Je suis en mode paramétrer, j'ai choisi mes réglages et je peux cocher ou non cette option-là. Il faut bien que vous compreniez ceci. Si vous cochez l'option supprimer les pixels rognés et que vous validez votre recadrage, ce recadrage sera définitif. Si vous décochez cette option-là et que vous validez votre recadrage, vous pourrez à tout moment retrouver les pixels d'origine de la photo. Je vous montre un exemple concret. Je vais faire F12 pour annuler et revenir à ma photo d'origine, que je vais réafficher ici. Je vais effectuer un recadrage libre ou non, peu importe, et je vais décider de recadrer la partie qui se situe autour de l'image et je valide. Vous voyez, donc rien de spécial, je fais un recadrage libre, simple. Et je n'ai pas coché cette option-là. Donc les pixels rognés n'ont pas été supprimés définitivement. Et donc pour vous prouver que ça a bien marché, je vais reprendre mon outil de recadrage et je vais tout simplement décider de recliquer pour à nouveau recadrer. Et vous voyez qu'à aucun moment j'ai perdu le fond orangé de mon image puisque je le retrouve à tout moment. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais rajouter comme information. Dans le cas où vous avez un doute sur la finalité de votre recadrage et que vous savez qu'on va peut-être vous redemander à un moment donné de revenir dessus, eh bien je vous déconseille vivement de supprimer les pixels rognés. Alors parfois vous allez vous retrouver avec des images un petit peu comme celle-ci, où vous avez un problème d'inclinaison évident, donc là on voit bien que le pont est un petit peu penché vers la gauche. Bon, ça c'est souvent lié au fait que lorsque vous faites une prise de vue dans la rue, vous n'avez pas forcément le temps de fixer l'objectif, vous n'avez pas forcément de pied photo pour stabiliser la prise de vue, et donc on se retrouve avec des rendus comme ça, mais c'est pas forcément un problème de prise de vue, ça peut être aussi lié tout simplement au fait que la photo a été prise volontairement dans un sens de ce type-là, un peu oblique, et on peut parler aussi de ce type de prise de vue où là on a un interrupteur électrique qui a été pris en photo tout simplement parce qu'il était posé sur un support. Donc dans tous les cas, qui dit inclinaison et désinclinaison dit aussi volonté de redonner un sens plus ou moins droit, si je puis dire, à la photo d'origine. Donc là, sur une prise de vue de ce type-là, où il y a réellement une erreur en termes de stabilité, on va reprendre l'outil de recadrage. C'est pour ça que ce sujet vient juste après la séquence précédente qui concernait le recadrage, puisque c'est avec le même outil que vous allez pouvoir désincliner efficacement une photo. Alors bien évidemment, on pourrait se contenter d'utiliser une technique qu'on a légèrement évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en vous positionnant un petit peu à l'extérieur comme ceci de votre zone de cadrage et en attendant de voir apparaître la petite flèche qui tourne ici, vous pourriez à ce moment-là décider de désincliner physiquement en tournant l'image comme ceci et vous servir pourquoi pas de la zone de quadrillage pour essayer d'obtenir un recadrage relativement efficace. Et très honnêtement, ça fonctionne plutôt pas mal puisqu'on s'en sort à peu près. Tout ça, c'est une première proposition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a au moins le mérite de fonctionner, d'être relativement simple. La deuxième technique n'est pas très compliquée, si ce n'est qu'elle est un petit peu plus efficace et à mon avis un peu plus automatique. Et donc je reprends l'outil de recadrage qui se trouve ici, je vais chercher un outil ici qui ressemble à un niveau de maçon, une sorte de niveau à bulle. Je clique sur l'outil. Et en fait, là, la seule difficulté, entre guillemets, ça va être de suivre en cliquant et en glissant une zone sur laquelle vous allez vous appuyer pour rétablir une inclinaison raisonnable. Donc ici, on peut imaginer que ce pont métallique, ça va me servir de support puisqu'il est censé être horizontal, théoriquement. Vous voyez, je ne prends pas le risque de le faire sur ce pont-là parce qu'il est légèrement arrondi. Par contre, là, vous avez une vraie droite. Et donc, je vais tout simplement cliquer, ne pas lâcher, glisser, et essayer de suivre avec ma souris comme ceci le sens de mon pont, c'est-à-dire je vais petit à petit faire monter ma souris vers la pente, si je puis dire, et lorsque je lâche, eh bien automatiquement Photoshop recadre, et là je peux décider encore une fois de valider avec le bouton qui se trouve ici, ou bien d'appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et donc ça fonctionne très bien. Alors dans un cas comme ça, je pourrais aussi me dire, tiens, pourquoi pas retravailler encore une fois en mode un peu manuel, mais c'est quand même un peu long et puis ça m'oblige à générer quand même des zones de recadrage difficiles à anticiper. Alors qu'ici, avec l'outil niveau à bulle, je vais tout simplement tirer un trait dans le prolongement du mur de ma piscine ici, ou du bord de ma piscine, je lâche,
Et vous voyez que le recadrage a été automatisé, plus la désinclinaison. Alors si jamais vous avez peur ici de légèrement déborder, eh bien pas de souci, vous pouvez encore modifier légèrement votre recadrage, tant que vous êtes en mode ici automatique, enfin en mode libre si vous préférez. Et donc là, évidemment, quand je vais valider, je me retrouve avec une photo parfaitement droite. Et enfin, dans un cas de figure comme celui-ci, c'est un peu délicat, mais je pourrais, pourquoi pas, envisager à nouveau, avec le même outil niveau à bulle, soit de travailler sur la zone qui est à peu près horizontale ici, ou qui est censée l'être, pour obtenir un recadrage comme ceci. Et je voulais aussi vous indiquer que ça marche également dans l'autre sens, c'est-à-dire que je ne suis pas toujours obligé de travailler sur un plan horizontal, je peux aussi travailler sur un plan vertical, donc il faudrait que j'arrive à trouver, pourquoi pas, la zone de coin ou la zone qui correspond au côté gauche. Alors je vais essayer, c'est pas forcément évident, avec l'outil à bulle que je n'oublie pas de sélectionner avant, et j'essaye de tirer un trait qui va de cet angle-là à cet angle-là, pour obtenir quelque chose de ce type-là. Et donc ça marche aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal, et puis libre à moi derrière de recadrer manuellement pour finaliser ma zone. Voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone de débord ou de zone inutile. Voilà, sachant que je peux encore un petit peu anticiper ou accentuer le décalage pour obtenir quelque chose d'assez satisfaisant. Alors ça ne me dispensera pas plus tard de vous parler dans une autre séquence de la déformation, pour éviter par exemple de conserver cette petit aspect déformé lié à la perspective, mais ça c'est une séquence qu'on abordera tranquillement plus tard. En tout cas, voilà différentes photos, différents contextes qui me posaient problème en termes d'inclinaison, et vous voyez qu'avec cet outil niveau à bulle, j'ai très facilement réglé mon problème de manière quasiment instantanée et automatique. Je voudrais revenir avec vous sur une fonction ou une fenêtre en tout cas qui s'appelle taille de l'image, qu'on a un petit peu évoqué dans une séquence précédente. Et dans cette fenêtre, vous avez plusieurs informations dont la taille de l'image. Là on s'aperçoit qu'on a une image de qualité assez importante puisqu'elle fait presque 70 mégas. Elle a une dimension de pixels importante puisqu'on est sur 6000 x 4000 pixels, ce qui est quand même assez imposant en termes de taille. On a par contre une résolution de 72, donc on sait qu'on a une résolution assez faible, plutôt adaptée au web. Et enfin, on a cette option rééchantillonnage, et c'est un petit peu là-dessus que je voulais revenir avec vous dans cette fenêtre. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, je vais annuler 2 petites secondes. Le poids de l'image que j'ai ici en bas à gauche de mon écran correspond à la taille actuelle de mon document. Donc je sais qu'avec une image de 70 mégas, j'ai une image qui pèse relativement lourd et qui, si je zoome dessus, va conserver une bonne qualité. En tout cas, même en zoomant. Là, vous voyez que je suis à 400%, je continue, et au bout d'un moment, évidemment, je continue à zoomer, je commence à voir les pixels. Et donc, ce qu'il faut essayer de comprendre dans cette question ici, c'est que lorsque je clique 2 fois dans la loupe, et que j'affiche mon image en taille réelle, souvenez-vous que lorsque vous cliquez 2 fois dans la loupe, vous êtes en taille réelle, alors que vous cliquez 2 fois dans la main pour visualiser l'image entière, et bien en image entière, vous voyez que cette image de taille quand même assez confortable ne fait que 20% de la taille de mon écran. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette image est grande parce qu'elle a beaucoup de pixels, elle pèse lourd d'ailleurs puisqu'elle a beaucoup de pixels, et donc peut-être qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que ce poids de fichier est beaucoup trop important pour ma finalité du moment. 70 mégas, qu'est-ce que je vais faire d'une image aussi grande? Donc je pourrais aller dans taille de l'image et commencer à vous faire comprendre ici que si vous décidez de cocher cette option rééchantillonnage et que vous réduisez par exemple le nombre de points, vous allez en même temps consommer moins. Pourquoi? Parce que, eh bien, en enlevant des points, je vais aussi alléger le poids de mon image. C'est comme si j'enlevais des pierres sur un mur, et le mur sera peut-être plus petit, mais il y aura moins de pierres, donc le mur sera aussi moins lourd. Alors c'est particulier, mais je vais vous montrer l'expérience tout de suite. Donc je garde l'option rééchantillonnage cochée. Je décide par exemple de passer de 6000 points en largeur à 3000 points en largeur. Donc si vous faites le compte, je pense qu'on est d'accord jusque là, vous réduisez de moitié le nombre de pixels. Alors ce qu'il va falloir surtout regarder de votre côté, c'est ça. C'est le poids de l'image. Donc en étant à 6000 et en passant à 3000, on est toujours d'accord sur le fait que je réduis
de moitié mon image. Et on pourrait penser que, en réduisant de moitié le nombre de pixels, je vais réduire le poids par 2. Mais non, en réalité, je le réduis beaucoup plus puisque c'est en carré que les pixels se positionnent dans une image. Si vous regardez l'image, elle fonctionne sous la forme d'un rectangle ou d'un carré. Et évidemment, tout est démultiplié. Donc, réduire les pixels dans leur nombre réduit considérablement le poids de l'image au total, et évidemment ça marche aussi dans l'autre sens. Donc imaginez que je valide cette opération là en ayant coché rééchantillonnage, j'ai réduit considérablement mon image. Donc je dis OK. Souvenez-vous tout à l'heure, quand je cliquais 2 fois dans la main, je voyais toujours mon image entière, donc là c'est toujours la même chose. Par contre, quand je cliquais 2 fois dans la loupe, je zoomais considérablement mon image, mais vous avez remarqué que cette fois-ci, l'image est un peu plus petite. Donc en réalité, dans sa taille réelle, l'image est plus petite. Donc je vais continuer, je vais pousser un petit peu le bouchon, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que je vais retourner dans la taille de l'image, je vais encore garder l'option rééchantillonnage cochée, je vais encore réduire de moitié le nombre de pixels. Vous voyez que je commence à avoir une image de plus en plus légère, mais vraiment légère, qui est simplement composée de 2 fois moins de pixels que précédemment. Je valide. Je clique 2 fois dans la main, j'ai toujours une qualité correcte à l'écran. C'est ça qui est perturbant, c'est que je pourrais penser que l'image n'a pas bougé. Et quand je clique 2 fois dans la loupe, cette fois j'ai presque pas de facteur de zoom, puisque on pourrait presque dire que mon image affichée entièrement est presque de la même taille que mon affichage réel. Je continue, vous allez comprendre ma démarche. Et donc au bout d'un moment, je retourne dans la taille de l'image. Je réduis encore de moitié, donc 1500 divisé par 2, on va dire que ça fait 750, j'espère que vous me pardonnerez si je fais une erreur, mais je crois que c'est bon. Et du coup, là je suis passé de 4 à 1, donc vous voyez, c'est toujours un facteur de 4 à peu près de réduction de poids, donc c'est énorme. Je valide, je clique 2 fois dans la main. Là, ce qui commence à se profiler, c'est une petite perte de qualité. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force d'enlever des points, je commence à faire des trous dans mon image, je commence à réduire la densité de pixels, et donc, vous vous souvenez de ce qu'on a dit au tout début de cette formation, je réduis aussi sa résolution finalement. Et quand je vais cliquer 2 fois dans la loupe, et bien cette fois-ci, l'image en taille réelle est plus petite que l'image affichée entièrement à l'écran. Donc là, ça y est, on peut vraiment considérer que j'ai tellement réduit le nombre de pixels de mon image que j'ai fini par la contracter, par la réduire. Alors évidemment, ce qui s'est passé en termes de poids, c'est évident, c'est une baisse considérable. Rappelez-vous, j'étais à 70 mégas au départ, je suis à 1 méga maintenant. Donc voilà une petite proposition que je vous fais. Alors j'ai essayé d'être un peu précis, alors même si la séquence peut paraître un peu longue, ne la sous-estimez pas cette séquence-là, parce que elle permet de comprendre que dans la taille de l'image, ce n'est pas un sujet qui est forcément facile à comprendre. L'option rééchantillonnage veut dire que lorsqu'on manipule les informations qui sont notées ici, eh bien, le rééchantillonnage va faire en sorte de supprimer des pixels quand on les enlève. Donc quand je réduis le nombre de pixels en rééchantillonnage, je supprime physiquement des pixels. Pourquoi je passe du temps à vous expliquer tout ça? Eh bien tout simplement parce que vous prenez un risque énorme quand vous allez dans la taille de l'image et que vous cochez cette option-là si vous décidez d'intervenir sur ces valeurs. Parce que les pixels que vous allez supprimer, vous ne les retrouverez jamais. Et donc, pour vous prouver ceci, et enfin terminer cette longue séquence, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire décider de réaugmenter le nombre de pixels, comme si je partais d'une image que j'ai récupérée sur Google, par exemple, qui est de qualité très moyenne, mais que je pense pouvoir l'améliorer à nouveau dans Photoshop. Parce que souvent on se dit Photoshop est un produit miraculeux, donc tu dois pouvoir améliorer considérablement les visuels, même quand ils sont pas très bons au départ. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai, puisque quand je coche cette option-là, si je décide de repasser à 6000 pixels, souvenez-vous que c'était la taille de départ, alors c'est vrai, je vais retrouver le poids d'origine, je me dis, youpi, c'est plutôt bien parti, j'ai l'air de retrouver mon poids de départ, sauf que je vais valider. Voilà. Et ce que vous constatez, c'est que l'image en taille réelle, par rapport à tout à l'heure, regardez, est complètement dégradée.
vous avez complètement flouté les pixels, vous avez complètement donné une sensation de flou global, de manque de précision, et tout simplement parce que vous avez inventé la majeure partie des pixels que vous avez recréés. Voilà, donc c'était ça le point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans taille de l'image, quand vous cochez l'option rééchantillonnage, ça vous permettrait éventuellement d'agrandir très légèrement l'image en rajoutant un petit peu de nombre de pixels, mais rappelez-vous dans les fonctions qu'on a abordées ensemble au tout début, que pour augmenter une image avec rééchantillonnage dans Photoshop, vous avez jusqu'à 30% de facteur d'agrandissement autorisé. Là, évidemment, je suis allé beaucoup trop loin dans mon agrandissement, puisque je suis passé de 750 pixels à 6000 pixels. Voilà, donc soyez raisonnable dans votre facteur d'agrandissement. Si vous allez dans taille de l'image, vous pouvez réduire le poids d'une image, mais vous ne retrouverez jamais vos points d'origine. J'aimerais vous demander dans cet exercice de retraiter l'image de telle sorte que vous puissiez, à partir de ce visuel qui est situé à gauche, obtenir un résultat qui se rapproche du visuel qui est situé à droite. Donc vous notez que dans ce visuel de droite, on a une meilleure lumière au niveau du visage, un meilleur rendu des couleurs au niveau des cheveux, la veste qui est plus colorée. Bref, on a la possibilité d'utiliser plusieurs techniques pour arriver à ce résultat-là. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à la question et je vous retrouve dans la correction pour vous montrer la méthode que je vous propose. Alors pour obtenir un résultat plus sympa en termes de rendu des couleurs, des lumières et des contrastes, on pourrait bien évidemment dans le menu image réglage demander luminosité contraste. Alors ça fonctionne plutôt bien, mais n'oubliez pas que cette fonctionnalité va se limiter à ces deux options qui sont la lumière et le contraste. Alors au-delà du fait que c'est un peu limité, ça fonctionne quand même, mais il faudra évidemment jouer sur plusieurs facteurs à la fois, donc un peu moins de lumière peut-être pour avoir plus de profondeur et un peu plus de contraste pour avoir évidemment un meilleur rendu entre les noirs, les blancs et les gris, bref, une meilleure définition de tout cet ensemble-là. Et j'obtiens un résultat qui, pourquoi pas, me paraît satisfaisant. J'ai également une autre proposition à vous faire qui est peut-être un petit peu plus complète, qui se trouve dans Image Réglage Niveau, et qui me permet tout simplement de rehausser les tonalités manquantes. Et là, dans ce graphique, on peut s'apercevoir qu'il en manque pas mal. Donc, comme on l'a dit dans les séquences consacrées à cette question, on va travailler d'abord sur la première séquence de rouge, la première couche de rouge. On va maintenir la touche Alt de ce clavier enfoncé pour ensuite déplacer les tonalités jusqu'au moment où Photoshop vous montre des points rouges qui apparaissent et qui permettent d'une certaine manière de dire stop, j'en ai déjà, donc il est possible d'arrêter maintenant. Donc dès que vous voyez les points apparaître, c'est que vous avez déjà ce type de points rouges dans la photo, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Je vais évidemment travailler sur la couche suivante, le vert, toujours maintenir la touche Alt, glisser cette flèche ici de droite puisqu'elle correspond à la zone plate, remonter vers le graphique et dès que Photoshop me montre un certain nombre de points verts, il est temps d'arrêter. Je fais la même chose pour la dernière couche de bleu, je maintiens Alt à nouveau, je glisse encore ma flèche sur les tons manquants ici et j'augmente jusqu'au moment où je vois apparaître un certain nombre de points bleus. Et là encore une fois, Photoshop me dit stop, des points bleus dans ces tonalités-là, j'en ai déjà. Et à l'arrivée, quand je vais cocher et décocher ma case d'aperçu, je pourrais naturellement obtenir un résultat qui globalement est intéressant. Peut-être que certains vont se poser la question, certains d'entre vous, en tout cas sur la flèche intermédiaire qui est ici, qui correspond au ton moyen. Eh bien, inutile de l'utiliser puisque vous avez noté qu'elle bouge en même temps que ces deux-là, mais si toutefois vous souhaitez favoriser une tendance en vous remettant sur la couche RGB globale ici, eh bien ça aura pour conséquence de soit augmenter les tons foncés ou les tons clairs. Donc ne prenez pas trop de risques en jouant beaucoup sur ce curseur-là, favorisez simplement une légère tendance claire ou sombre, mais évitez de trop le manipuler. Donc voilà plusieurs techniques pour arriver au résultat finalement, soit image, réglage, luminosité, contraste, ou une petite préférence pour les niveaux qui travaillent de manière un petit peu plus globale. Dans cet exercice, je vais vous demander tout simplement d'effectuer une amélioration de netteté à partir du visuel qui se situe à gauche, qui s'appelle joueur, et donc j'aimerais obtenir un résultat qui se rapproche de ça. Alors vous constatez ici
dans le rendu final, que j'ai une meilleure lisibilité au niveau du nom qui se trouve sur le casque, des numéros, de la trame du t-shirt, etc., etc. Petite indication pour éviter le piège, attention, dans le menu image réglage, vous n'allez peut-être pas trouver la solution. Alors pour améliorer sensiblement la netteté de ce document, nous allons évidemment éviter d'aller dans le menu image réglage comme je vous le proposais dans le début de l'exercice, puisque dans image réglage, vous ne trouverez aucun élément en rapport avec l'amélioration de la netteté. Le petit piège était là, il faut aller dans le menu filtre pour obtenir ce résultat-là, et particulièrement dans renforcement, accentuation. Et là, il suffit tout simplement d'effectuer un réglage avec les curseurs de gain et de rayon qui se trouvent ici, en n'oubliant pas qu'il est possible de placer votre souris et donc la partie de l'image qui vous intéresse dans cette petite fenêtre ici, ce qui vous permettra de voir en fonction des réglages que vous allez faire ici, une éventuelle amélioration plus ou moins sensible en fonction de la position des curseurs. Donc ici, avec un gain de l'ordre de 54 ou 55, un rayon de 4, je vois déjà sensiblement une amélioration ici en termes de lisibilité et de netteté. Alors bien sûr, je peux légèrement accentuer mes réglages si besoin, l'idée étant d'obtenir une amélioration globale de la netteté sans pour autant exagérer cette netteté. Donc en résumé, filtre, renforcement, accentuation. Dans cet exercice, je vous propose de transformer cette image qui est ici posée sur un plan très incliné, avec un arrière-plan bleu qui n'est pas du tout correct et qu'on aimerait supprimer. Donc l'objectif, ce serait de réaliser à partir de ce visuel-là, ce rendu-là, c'est-à-dire une photo qui a été recadrée. On n'a plus de problématique d'inclinaison, donc là je vais vous demander d'utiliser des techniques qu'on a vues ensemble dans cette formation. La problématique de recadrage et d'inclinaison sont à reconnaître évidemment dans cet exercice. Alors je vais vous proposer une méthode évidemment de travail pour arriver à ce résultat-là en partant de ce visuel. Alors les deux choses qu'il va falloir régler, vous l'aviez noté dans l'exercice, c'est l'inclinaison qui est évidemment ici très marquée vers le bas, et enfin ce fond bleu ici qui n'est pas du tout élégant que j'aimerais supprimer. Alors première proposition, vous allez activer l'outil de recadrage qui se trouve ici. Vous allez vérifier ici qu'en mode de travail vous êtes bien sur largeur-hauteur en rapport largeur-hauteur, de manière à être en mode libre, et vous pourriez évidemment commencer à recadrer l'image. Mais n'oubliez pas que vous avez à disposition ici un outil très confortable qui ressemble à un niveau de maçon et qui va vous permettre tout simplement de prendre un point situé soit sur cette partie ici, soit sur l'horizon. Alors j'ai une préférence pour l'horizon parce que comme l'horizon est forcément droit, on peut l'imaginer qu'il est beaucoup plus loin, on peut imaginer que cette droite est réelle, alors que le sable lui pourrait être légèrement ondulé. Donc je tire un trait tout simplement avec mon outil niveau à bulle, je lâche, la photo est automatiquement désinclinée et j'en profite naturellement pour recadrer manuellement ma photo et ainsi en profiter pour me débarrasser du cadre bleu qui est derrière. Je n'oublie pas de valider pour obtenir ce résultat et ainsi. Dans cette séquence, nous allons commencer à comprendre l'intérêt de sélectionner dans Photoshop. Alors, je vous ai montré un certain nombre de fonctionnalités de réglage, notamment la luminosité, le contraste, le réglage des niveaux, etc. Et vous vous êtes aperçu que ce réglage s'effectuait sur la globalité du visuel en général. Donc je vais vous redonner quelques exemples ici de visuels. Vous avez cette photo avec un mur peint, ici une poêle avec des œufs, une feuille et un personnage. Et en fait l'idée c'est de vous rappeler qu'ici, dans des contextes différents, on risque de se retrouver avec des techniques de sélection également différentes parce que vous ne sélectionnez pas les cheveux de cette fille de la même manière que vous sélectionnez cette feuille, cette poêle ou bien encore ce mur. Alors c'est là où il faut qu'on se mette d'accord, il y a des outils de sélection, il y a des techniques de sélection, il y a des fonctionnalités, des fonctions anciennes, historiques, des fonctions nouvelles. Et donc, sélectionner pour quoi faire ? Eh bien tout simplement parce que certaines des images que vous avez ici ne peuvent être modifiées que si vous faites une sélection au préalable. Dans un cas comme celui-ci, si vous aviez envie de changer la couleur des œufs, clairement, vous pourriez utiliser une technique qui ne nécessite pas de sélection. Je vous rappelle par exemple que dans Images
Réglages, teinte, saturation, vous pouvez par exemple décider d'intervenir sur la couleur jaune et uniquement sur la couleur jaune des pixels, donc les œufs, les jaunes d'œufs pour être précis, et effectivement vous pourriez à ce moment-là décider de jouer sur la lumière du jaune ou ce genre de choses. Donc pour le moment on est encore en mesure de choisir la partie que l'on va modifier sans pour autant sélectionner. Dans ce cas-là, vous aviez aussi une image de la piscine, souvenez-vous, qui correspondait à ce contexte-là. Je pourrais, dans le même ordre d'idée, dire voilà, dans image réglage, teinte saturation, fonction qu'on a vue ensemble, je pourrais simplement m'intéresser au jaune et décider ici que la saturation du jaune va être plus ou moins marquée, que la lumière va être plus ou moins marquée, etc. Très bien. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est si je demande à l'utilisateur de modifier la lumière, le contraste, la netteté de cette partie et uniquement cette partie. Parce que là, pour le coup, quand je vais aller dans une fonctionnalité de type luminosité-contraste, eh bien je vais me rendre compte assez vite que malheureusement, la lumière et le contraste agiront sur l'ensemble de l'image. Vous voyez qu'ici, la partie rose et la partie jaune sont modifiées de manière globale. Ça sera la même chose ici. Avec un contraste global, une lumière globale. Et ce sera évidemment la même chose sur toutes les autres photos. Donc voilà, sélectionner pour quoi faire? Eh bien tout simplement pour être capable de dire à Photoshop, je veux agir, quelle que soit la fonctionnalité utilisée, sur telle ou telle partie de mon visuel. Je veux agir sur le visage de la fille. Je veux agir sur la feuille, mais pas sur le fond. Je veux agir sur l'œuf, mais pas sur la poêle. Je veux agir sur le mur rose, mais pas sur le mur jaune. Bref, dans Photoshop, je sélectionne pour agir sur une partie ponctuelle de mon visuel.